Ferdinand Paul Enoka, bonjour. Bonjour. Historien, journaliste, égyptologue, auteur pour ce qui nous concerne de Cheikh Anta Diop et l'égyptologie africaine au Cameroun 1975-2022. Merci bien d'être avec nous dans ce studio pour accompagner les indépendances. Cheikh Anta Diop publie Fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. 64 ans après les indépendances, est-il possible de créer un État fédéral d'Afrique? Ça peut être oui et non. Oui, si ceux qui ont la capacité de prendre ce genre de décision amènent les peuples à y aller. Effectivement, on ira. D'ailleurs, je me pose souvent la question, a-t-on un choix autre que celui-là? Par contre, nous avons un problème. Les États qui sont nés en 1960, du moins qui ont acquis leur souveraineté en 1960, ont fini par développer une forme de jouissance, une forme de fétichisme du souverainisme au point où personne n'est plus apte à vouloir accepter de céder une partie de sa souveraineté pour une souveraineté supranationale. C'est-à-dire, est-ce que les présidents de république que nous avons aujourd'hui dans les régimes présidentiels, les premiers ministres et consorts, est-ce qu'ils sont prêts à devenir des gouverneurs et à élire un président africain qui va porter, à peu près comme c'est le cas avec les États-Unis, toute la machine. Mais il faut comprendre que c'est une question géopolitique et géostratégique majeure. Ceux qui ont fait en sorte que l'Afrique ne parvienne pas à, je vais dire, réaliser ce projet, ceux qui ont aidé à ce découragement, c'est également l'Europe et l'Amérique. Parce que les intérêts qu'ils avaient en Afrique, ou qu'ils ont en Afrique, sont extrêmement importants, qu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'avoir une Afrique qui parlerait de manière digne et qui serait apte à défendre ses intérêts, tant sur le plan, j'ai envie de dire, de la conception, de la stratégie, que sur le plan militaire, et ainsi de suite. Parce que vous imaginez un peu, nous avons actuellement, je crois, 53 ou 54 États africains, donc 53 ou 54 armées. Imaginez un peu tout cet appareil-là devenir en une seule armée, sous un seul commandement. J'espère que vous imaginez ce que ça peut donner. Regardons, ça fait 54 diplomaties. Imaginez un peu que toutes ces micro-diplomaties-là se transforment en une seule diplomatie. Curieusement, et à s'en moquer, les mêmes pays, lorsqu'il faut organiser des sommets, accueillent le bloc Afrique, sommet Afrique-France, États-Unis-Afrique, entre autres. Oui, justement, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes tombés dans l'entourloupe. C'est-à-dire, on voit très bien que dans les rapports que nous avons, vous aurez pu dire Russie-Afrique, les grandes puissances essayent de maintenir leurs avantages, leurs positions. Quand ils discutent avec l'Afrique, en tant que continent, mais un continent constitué d'un ensemble de pays souverains avec des problèmes propres, vous imaginez très bien que les discussions sont déséquilibrées. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles on ne s'entend pas. Nous, à l'intérieur, à l'Afrique, par exemple, le cas de la monnaie. C'est-à-dire, nous n'avons pas une politique monétaire commune qui peut faire en sorte que le continent africain puisse, par exemple, sur un certain nombre de questions, discuter, par exemple, avec les Américains sur la manière avec laquelle les échanges mondiaux peuvent se faire. La Russie peut se permettre de le faire. La Chine peut se permettre de le faire. Nous, on ne peut pas réussir à le faire. On ne peut pas se permettre. Alors, qu'est-ce qui coince, docteur Ferdinand Paul Enoka? Pourtant, nous avons l'Union africaine qui a remplacé l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'est-à-dire que la seule chance, la seule valeur, ou bien la principale valeur de l'OUA et de l'UA, en mon sens, c'était leur création. C'est-à-dire que l'idée était bonne. Nous avons manqué 2 occasions de faire en sorte que cette idée devienne un véritable projet réalisable. Nous avons manqué l'occasion de 63, de mai 63, quand Nkrumah demandait à ses pairs qu'on transforme les micro-États en une puissance, non en un État. Il avait d'ailleurs souhaité
que la capitale soit à Bangui, c'est-à-dire au centre même de l'Afrique. C'était tout un programme. Qui est la capitale de la République centrafricaine. Actuelle, donc pour dire qu'il ne voulait pas qu'on crée les États-Unis d'Afrique parce que ça devait être logé au Ghana, etc. Ça, c'est la première chose que nous avons manqué. La seconde chose que nous avons manqué, c'est quand le guide libyen, Muammar Kadhafi, qui estime qu'il faut donner un nouveau coup de souffle, un nouveau coup de fouet à l'OUA qui est à la limite moribonde. Et à partir de là, il va vouloir doter l'UA d'un certain type d'instrument propre à la souveraineté. D'abord, il y a eu la question de la monnaie. Vous savez que le Fonds monétaire africain était supposé être logé à Yaoundé, la Banque centrale au Nigeria. Il y avait un projet de route, le Caire, le Cap, Libreville, le Djibouti. Il fallait croiser tout cela et finir par avoir un seul gouvernement. Un seul gouvernement pour adresser des questions africaines. Et vous avez très bien vu la manière avec laquelle le guide libyen a fini, simplement parce que on nous a enfumé dans une histoire du genre « Oh, il est un dictateur, il va finir par détruire les Africains, etc. » ainsi de suite. Mais ceux qui ont donné ce discours et qui a fini par prospérer dans certaines oreilles africaines, savaient très bien ce qu'ils faisaient. La preuve, si on évalue l'action de l'UA aujourd'hui sur le terrain africain, on se rend compte que l'UA n'a pas les moyens de sa politique. Or, Kadhafi s'opposait à quoi? Il s'opposait à ce qu'on ne peut pas avoir une organisation panafricaine et elle est financée par l'Europe ou bien l'Amérique. Ça veut dire qu'on n'a pas les éléments de souveraineté. Et vous allez remarquer, par exemple, chacun dans sa maison suit CNN, BBC, etc. Mais remarquez que aujourd'hui en Afrique, on n'a même plus un média panafricain qui est capable, un peu comme la voix de l'Amérique, de donner la voix de l'Afrique. C'est-à-dire nous sommes endoctrinés, nous sommes pollués, nous sommes orientés par des politiques éditoriales qui ont leur but, qui ont leur vocation. Et d'ailleurs, en interne, la CEDEAO vient de se briser après le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ce qui est au moins sûr, c'est que les trois pays que vous avez cités, qui sont sortis de la CEDEAO, montrent que la CEDEAO, comme la CEMAC, comme la CEA, comme toutes les autres organisations sous-régionales qui ont été créées, ont des sérieux problèmes. Pour ce qui concerne les pays de la CEDEAO, comme de la CEMAC par exemple, l'un des problèmes majeurs qui revient souvent, c'est la mainmise de la France, particulièrement dans la gestion de leurs affaires internes. Donc du coup, le départ du Mali, du Niger, de la Côte, pardon, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, autant pour moi, indique qu'il y a une Afrique qui a envie de se voir autrement, qui a envie de prendre son destin. Donc, ça remet au goût du jour l'intérêt des livres comme ceci. Parce que si vous avez lu l'ouvrage comme je l'ai lu, Cheikh Anta Diop annonce quelque part que les organisations sous-régionales, telles qu'on a vu fleurir au début des années 60, étaient vouées à l'échec. Elles étaient vouées à l'échec parce qu'elles n'étaient pas capables de porter le projet d'intégration du continent en tenant compte des intérêts du continent. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça ne me surprendrait pas un jour que les gens disent qu'ils en ont marre de la CEMAC parce que ça n'apporte pas, ça ne répond pas aux attentes qui sont les leurs. Elles ne sont pas aussi dynamiques que cela, et ainsi de suite. C'est que justement, quand Cheikh Anta Diop parlait de créer un État fédéral d'Afrique noire, c'était pour enlever à jamais ce problème de frontières souveraines héritées de la colonisation, où jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur telle borne, ainsi de suite. Alors, dès qu'on devient un État fédéral d'Afrique, obligatoirement,
toutes ces frontières qui ont été élaborées pendant la colonisation deviennent ce qu'on appelle des frontières administratives. C'est un peu comme si vous quittez de l'extrême nord pour le nord, vous n'avez pas l'impression de traverser un autre pays. Donc il faut revenir à ça. Parce que dès qu'on reste dans les frontières souveraines, telles qu'on a dans les États africains aujourd'hui, imaginez un peu tout ce que cela crée. Mais repartir à cela implique que les uns et les autres travaillent véritablement pour la prospérité des diverses régions. Parce que beaucoup de chefs d'État qui ont refusé, comment est-ce qu'on va appeler ça, l'intégration de leur pays dans un ensemble continental unique plus fort, c'est parce que certains se disaient, non, mon pays est riche, si moi je rentre dans les États-Unis d'Afrique, on va prendre la richesse qui est chez moi pour essayer d'aider les autres avec. Donc il y a une forme d'égoïsme qui nous a fait un certain nombre de problèmes. Et on voit très bien avec le cas des États-Unis que avoir ce genre d'égoïsme, ça ne résout pas le problème en fin de compte. Cheikh Anta Diop appelle justement à restaurer une conscience historique commune. Dr Ferdinand Paul Enoka, y a-t-il toujours raison d'espérer à y arriver un jour? Oui, je dis il y a espoir à une seule condition, que nous prenions conscience. Prenons par exemple un cas, comment restaurer une conscience panafricaine en Afrique si jamais, dès l'enseignement primaire, parce que ce sont les hommes qui vont porter ces projets, dès l'enseignement primaire, les Africains ont une très faible connaissance de l'Afrique. Que ce soit de l'histoire, que ce soit de la géographie. J'ai souvent l'habitude de dire, on peut aller à l'université, où on est supposé avoir les meilleures intelligences de nos pays. Si on prend par exemple notre cas, on peut demander peut-être à un étudiant de géographie, peut-être de nous faire une dissertation sur les potentialités économiques d'un pays comme la Namibie ou le Botswana. Je prends un cas pareil. Et on prend un Botswanais, on demande de faire pareil pour le Cameroun. Rien qu'avec cet exemple, je peux vous dire à coup sûr que ce qui va se dégager, c'est que les Africains ne connaissent pas l'Afrique. Et c'est un piège. C'est un piège. Peut-être justement parce que l'Afrique n'est pas suffisamment enseignée. Oui, et là, ce sont les politiques qui le décident. C'est-à-dire que nous ne manquons pas d'outils pour enseigner l'Afrique. C'est-à-dire il y a des professeurs, des enseignants qui ont la capacité de pouvoir le faire. Malheureusement, il y a une forme de faiblesse là-dedans. J'ai envie de dire qu'on a créé des universités panafricaines. Au Cameroun abrite d'ailleurs la section sciences humaines de l'université panafricaine. J'ai pas envie d'être critique sur ce qui se fait là-bas, mais je crois que l'instrument est assez faible pour être porteur. Prenons des enfants qui commencent, on va dire, à l'école primaire. Quelle est la dose d'africanité qu'on inscrit en eux? Ils arrivent au lycée, quelle est cette dose d'africanité? Quels que soient les éléments d'enseignement qu'on prend, pour qu'ils ne voient plus l'Afrique comme une étrangeté, mais qu'ils voient une Afrique comme leur destin, comme leur avenir. C'est-à-dire, demain après-demain, on pourra réussir à se mettre dans une logique où le président de l'Afrique sera peut-être égyptien, je dis quelque chose de bête, ou sera peut-être éthiopien, je dis quelque chose de bête comme cela. De telle sorte qu'on en arrive à former une jeunesse africaine qui pense africain. Regardons par exemple comment fonctionnent nos universités. C'est-à-dire le véritable problème que nous avons, c'est que ceux qui arrivent généralement à l'université sont perçus comme les prochains cadres d'un pays. Mais les échanges sont tellement faibles. Alors, quand vous prenez par exemple un pays comme le Cameroun, si un Tchadien arrive et veut venir fréquenter ici, bon, c'est peut-être parce qu'il a un intérêt particulier, c'est peut-être parce qu'il a estimé que le projet qu'on lui présente là-bas n'est pas un projet intéressant, je ne sais pas. Mais j'ai dit aller dans un sens où des étudiants camerounais, pour certains programmes, ne peuvent les faire peut-être qu'au Mali. Et que certains programmes pour les Maliens ne peuvent se faire peut-être qu'au Cameroun, etc. Donc on crée cet univers de brassage-là qui fait en sorte qu'à la fin, on est des Africains qui se connaissent déjà en tant qu'Africains et qui veulent travailler à l'avènement de l'Afrique. Pour cela, faudrait-il qu'on en arrive à une unification linguistique purement africaine au dépourvu des langues européennes qui ont visiblement et tout logiquement une ambition géopolitique sur le sol africain. L'unification linguistique chère à Cheikh Anta Diop, mission quasiment prophétique, non?
Il est question d'une décision politique qui fasse en sorte que nous ayons une langue africaine qui nous permet de parler en africain. Regardez ce qui s'est passé en 1963. Quand est venu le tour de la Tanzanie de prendre la parole, le président tanzanien s'appelait Julius Nyerere. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Julius Nyerere a dit « La question de la langue est fondamentale. Je peux, si vous me donnez le mandat, envoyer dans tous les pays africains des professeurs de Swahili pour que, au bout d'une génération, quand on se retrouve en Afrique pour faire une réunion, que nous ayons une langue à nous, à travers laquelle nous parlons. Il est beaucoup plus facile parce que quand je prends par exemple le cas du Swahili ou du Kiswahili, c'est une langue agrégée à plusieurs langues que nous avons en Afrique. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile pour un Africain, peut-être bantou, bien poularophone, ainsi de suite, de se retrouver dans le Kiswahili, dans la mesure où il y a beaucoup de mots empruntés à pas mal d'autres langues qui sont issues du continent. C'est une langue mélangée, composite, mais au moins elle est la nôtre. Il faudrait avoir le courage de prendre de vraies décisions. Regardez la facilité avec laquelle on décide d'enseigner dans nos universités le chinois, l'italien, le coréen, ainsi de suite. Regardez avec quelle facilité. Regardez comment est-ce que nos jeunes se fondent dans ces langues et la vitesse avec laquelle ils finissent par les parler. Mais en réalité, derrière chaque langue, il y a une culture qui est véhiculée. Quand on décide de faire notre priorité, de notre priorité, le parler de ces langues, dans tous nos actes que nous faisons, il y a la culture qui va avec, il y a l'état d'esprit qui va avec chacune des langues. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes actuellement un géant qui refuse de naître. Parce que les vrais problèmes que nous devons adresser, beaucoup les regardent un peu comme si on était des lunatiques, quand on dit que non, on va parler, on va avoir une langue commune en Afrique, non, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on va l'avoir? C'est carrément refuser d'assumer notre propre destin. Et si la solution viendrait de l'industrialisation de l'Afrique? Là encore, lorsque les pays africains adressent la question, Dr Ferdinand Paul Enoka, leurs partenaires occidentaux, c'est un euphémisme, leur opposent la question du réchauffement climatique alors qu'eux-mêmes sont industrialisés jusqu'aux dents. De qui se moque-t-on? C'est l'Église qui se fout de la charité. Quand on nous tient, nous Africains, ce discours, il faut être fou pour pouvoir y adhérer. Je précise au passage que l'Afrique contribue à seulement 3% au réchauffement climatique, mais en subit le plus les conséquences. C'est déjà la preuve qu'ils ne sont pas mieux placés pour nous donner des leçons pour la sauvegarde de la planète. Deuxième élément, le monde a évolué, l'Afrique a des problèmes spécifiques. L'Afrique a besoin de s'électrifier. On n'a pas besoin de leur demander la permission avec tous les fleuves que nous avons en Afrique. Alors, nous avons besoin d'un marché commun. Et regardez toutes les barrières que nous avons à mettre sur pied un marché commun. Nous avons besoin de nous déplacer, c'est-à-dire déplacement des hommes et des biens. Regardez par exemple ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Quand vous allez en Europe, quand vous avez un visa, vous avez un visa Schengen. C'est-à-dire vous pouvez aller en Allemagne, pendant votre séjour en Allemagne, puisque votre visa est Schengen, vous pouvez aller visiter Paris, vous pouvez aller faire ce que vous avez à faire. Mais imaginez-vous combien est-ce qu'il est difficile pour un Camerounais de partir peut-être du Cameroun pour l'Afrique du Sud, peut-être du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Figurez-vous, et vice-versa, hein, actuellement, un visa ordinaire pour un Camerounais qui veut se rendre en Côte d'Ivoire, c'est 100 000 francs. Donc, imaginez que c'est quelqu'un qui veut aller acheter de la marchandise pour venir vendre ici. Rien que le visa, déjà, prend 100 000 francs dans son capital, dans le même continent. Alors que si ces barrières au niveau du visa étaient levées, vous imaginez avec quelle vitesse les produits pourraient circuler de part et d'autre du continent à une condition que ce soit des produits au moins majoritairement produits par les industries du continent. Ça veut dire que quand j'achète un produit qui vient de l'Ouganda, par exemple, je sais qu'en retour, l'Ougandais achète la production qui vient du Cameroun, et ainsi de suite. Parce que nous produisons globalement en Afrique des choses que nous sommes capables de consommer. Or, malheureusement, avec tous les blocages que nous avons, le marché, tous les économistes vont vous le dire, des échanges commerciaux internes, intra-africains,
sont, je crois, les derniers chiffres que j'avais consultés étaient de moins de 10%. Mais regardez à peu près le volume des échanges avec la Chine, avec l'Amérique, avec l'Europe. Ça veut dire que nous travaillons à faire la richesse des autres. Nous travaillons à produire l'hégémonie des autres au lieu de produire notre propre, je n'ai pas envie de dire survie, mais notre propre hégémonie, notre propre bien-être. Et si cela passait par le poids démographique africain, Dr Ferdinand Paul Enoka, sauf que l'Occident, en bon conseiller, estime que c'est un piège pour l'Afrique. Que craint-il de notre démographie? Voilà encore une autre provocation. C'est-à-dire, il n'y a pas un démographe sérieux qui vous dira que l'Afrique est un continent surpeuplé. Regardons les superficies des continents. Oui. Et regardons les populations. Pour vous dire que nous sommes entourloupés. Quand vous regardez la Chine, l'Afrique, c'est 4 à 5 fois la Chine. Quand vous regardez les États-Unis, l'Afrique, c'est 8 à 10 fois les États-Unis. N'en parlons pas de l'Europe, qui est un tout petit continent. Maintenant, comparons les populations actuelles. La Chine, qui est 6 fois plus, ou 8 fois plus petite que le continent africain, a actuellement plus de population que tout le continent africain réuni. A moins de terres arables que tout le continent réuni. Deuxième élément, quand Cheikh Anta Diop parle du développement de l'Afrique, mais qui fait le développement, c'est l'homme. La première richesse, le premier indicateur de puissance, c'est l'homme. Parce que l'homme est à la fois un producteur et un marché. C'est Mao Tse-tung qui disait que un enfant de plus semble être un problème parce que c'est une bouche de plus à nourrir, mais c'est également 2 bras pour le travail. Donc on ne peut pas nous maintenir dans cette logique. Si je voudrais, avant que vous ne refermiez ce passage, dire que Cheikh Anta Diop a insisté sur l'éducation de la jeune fille. Tout à fait. Parce que l'Afrique perd beaucoup d'énergie aujourd'hui à cause de la grande quantité, le grand nombre de filles qui sont soit pas scolarisées, soit très vite déscolarisées, envoyées dans des mariages précoces, ainsi de suite. Et c'est toute une intelligence, c'est toute une force de travail qu'on perd ainsi. Donc, sur ce point encore, vous allez bien voir qu'il est en avance quand il parlait en 1960 de la scolarisation obligatoire de la jeune fille. Et que cette jeune fille puisse avoir, suivant ses compétences, accès au même métier, au même poste de responsabilité que les hommes, dès lors qu'elle montre qu'elle a la capacité de pouvoir le faire. Donc vous voyez, quand vous prenez, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit le domaine de l'industrialisation, que ce soit le domaine de l'université, parce qu'il a parler des universités de pointe avec un certain nombre de spécialisations, que ce soit sur la question de la monnaie, de la population, ainsi de suite, nous avons la matière à faire renaître cette Afrique. C'est un homme de la Renaissance, Cheikh Anta Diop, c'est un égyptologue, donc il a étudié pleinement comment est-ce que l'Égypte, le miracle égyptien ancien a fait pour se réaliser. Il a voulu que ce miracle soit transposé à l'Afrique parce que le miracle égyptien est très intéressant pour nous parce qu'il s'agit d'un peuple qui a réussi à faire un État fédéral à très grande échelle, parce que n'oubliez jamais l'Égypte pharaonique, c'était une fédération de 42 États avec des micro-langues et ainsi de suite. C'est Narmer qui a mis une langue nationale pour que ces gens parlent cette langue nationale, avec des milliers, des centaines d'ethnies, des centaines de microcultures, et ainsi de suite. Donc Cheikh Anta Diop est parti sur l'idée que le modèle égyptien ressemble fortement à l'Afrique qui est aujourd'hui, parce qu'il y a l'Afrique multilingue, multiraciale, multiethnique, ainsi de suite. Alors si l'Égypte a pu réussir à faire ça dans un contexte qui est similaire au nôtre, alors on a au moins des éléments pour essayer de penser ce développement de l'Afrique à partir du modèle qu'il a pensé pour que l'Afrique puisse arriver à ce qu'elle est. D'ailleurs, le professeur Jean-Emmanuel Pondy ne s'est pas trompé. Il a récemment publié un livre intitulé « Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales ». À l'intérieur, il montre que contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens n'ont étudié que l'égyptologue. On n'a pas étudié le théoricien des relations internationales. Ce théoricien qui n'a pas simplement fait une théorie sur les relations internationales, mais qui a pensé au positionnement de l'Afrique
dans les relations internationales en fonction d'un monde qui se complexifie. Malheureusement, on ne l'étudie pas trop, alors on n'est pas trop au courant. On n'est pas très au courant de cette densité de la réflexion qui a été faite sur cette question. Merci bien, Dr Ferdinand Paul Enoka. Je rappelle que vous êtes historien, journaliste, égyptologue, enseignant-chercheur à l'Université de Maroua, auteur pour ce qui nous concerne de Cheikh Anta Diop et l'égyptologie africaine au Cameroun 1975-2022. Merci d'avoir été notre invité. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. Au revoir.